Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjuste et cette semaine, eh bien, on a un programme qui est bien chargé pour vous. On va recevoir la visite du receveur de passe de l'Université d'Hawaï, Nicolas Senacle, qui y joue depuis quelques saisons. Donc, je vais avoir la chance de l'interviewer. Il y a Joey Alfieri, qui est responsable des réseaux sociaux des Alouettes, qui va venir faire son tour. En compagnie de Joey, bon, on va discuter du camp d'entraînement des Alouettes. On enregistre le podcast mercredi matin. Les Alouettes ont congé d'entraînement aujourd'hui. Mais toutefois, on a eu droit aux 3 premières journées du camp d'entraînement. Alors, en compagnie de Joey, on va parler des joueurs qui ressortent du lot, des histoires à suivre depuis le début du camp d'entraînement, mais qui seront à suivre lors des prochaines, déjà le week-end prochain, pas la fin de semaine qui s'en vient, mais le week-end suivant, ben, les Alouettes vont jouer un premier match préparatoire. Et comme à l'habitude, Marc-André Chaloux, je dis comme à l'habitude, la semaine dernière, Marc-André n'était pas là, étant donné qu'on a mis la table pour le camp d'entraînement des Alouettes. Mais Marc-André va effectuer son retour aujourd'hui afin de jaser fantasy football et de la NFL. On sait que mercredi soir, la NFL va dévoiler le calendrier de la saison régulière, donc on a bien hâte de voir ça. On va jaser un peu de ça aussi avec Marc-André. Alors écoutez, je vous rappelle, si vous ne le savez pas, vous avez sûrement remarqué tout d'abord que le podcast a un nouveau look depuis la fin du mois d'avril. On produit le podcast maintenant de façon indépendante. Et puis, je vous demanderais si vous aimez le podcast Le Sac du Cœur, si vous le téléchargez à toutes les semaines ou vous le regardez via ma nouvelle chaîne YouTube, mais de partager les publications que j'envoie au niveau de mes réseaux sociaux. Ça nous donne un coup de main étant donné qu'on produit le podcast de façon indépendante. Ça serait grandement apprécié. Alors, répandez la bonne nouvelle, partagez les publications, partagez les épisodes du podcast avec vos amis qui sont également des gros fans de football, autant que de la NFL, que des Alouettes. Ça, on va grandement l'apprécier. Alors, le moment est venu d'y aller de notre entrevue de cet épisode avec le receveur de passe de l'Université Hawaii, Nicolas Senacle. Nicolas, qui est un joueur québécois. Nicolas, premièrement, je remercie sincèrement d'avoir accepté mon invitation parce que pour les gens, là, on va soulever le voile sur l'enregistrement. On enregistre, on a commencé vers 9 heures du matin, heure de Montréal. Mais pour toi, là, il est rendu quelle heure là, à Hawaï? 3 heures du matin ici. 3 heures du matin. Écoute, je remercie toujours mes invités, là, mais toi, c'est vraiment un gros merci au beau milieu de la nuit. C'est une bonne chose que là, c'est l'été, la session est terminée. Alors là, tu as un peu plus de temps libre. J'espère que tu n'as pas un entraînement qui t'attend genre à 6 heures du matin, toujours, j'espère, là. Ben, en fait, on a des entraînements optionnels maintenant pour les personnes qui sont restées à Hawaï. So, oui, j'allais Mhm. m'entraîner demain à comme 8 heures du matin, mais c'est correct. Je suis habitué maintenant à me réveiller tôt. So, Oui, pas trop de bon, soucis. ben parfait. Bon, ben écoute, tout d'abord, parle-nous de ton cheminement. Tu es un ancien du Cégep Vanier. Tu joues pour l'Université Ouais. Hawaii maintenant. Mais parle-moi premièrement de tu as grandi où et de ton cheminement là, au niveau du football qui t'a amené avec les Rainbows de l'Université d'Hawaii. Ah, parfait. Ben, d'abord, ça a tout commencé au Rebelle de Saint-Hubert. Mais en fait, j'étais un joueur de soccer pour commencer. Mais après, j'ai vu mon frère jouer au football. Puis j'allais toujours acheter des games. C'était un DB. Puis ça m'a intéressé. Au début, je voyais qu'il fait des gros jeux, le crowd était fou. So, j'étais comme, OK, ben, c'est un sport que je voulais faire. So, j'ai commencé au Rebelle à Saint-Hubert pour Atom jusqu'à Moustique ou puis oui, première année. Je suis parti après beaucoup de mes amis sont partis, sont comme joués pour leur école scolaire. So, moi, de base, je suis haïtien, ben j'ai fait toute mon école en anglais. So, ma première langue, je suis vraiment mieux en anglais. So, je ne pouvais pas aller jouer pour scolaire parce que je peux aller dans une école française parce que je parle pas Mais là, je suis obligé de français. t'interrompre. Comment ça, là? T'es d'origine haïtienne, comment ça, en Ben, anglais, t'as étudié en anglais? Parce que généralement, les gens d'origine haïtienne, bon, on va à l'école en français, étant donné que le français est une des ouais, langues parlées en Haïti. c'est ça. Ben, le fait, c'est que je suis né en Ontario. So, j'ai fait comme 5 ans à Ottawa. Whatever. So, ma première langue, c'était l'anglais. J'étais habitué à l'anglais. Puis après, en revenant ici, ma mère voulait pas me mettre dans. Mais, pas qu'elle voulait pas me mettre, ben, juste, m'a mis dans une école qui était près de la maison où j'habitais. Puis c'est St. Mary's Elementary School. C'était une école en anglais. So, j'ai fait toute une école en anglais de primaire jusqu'à secondaire. Vanier aussi. So, j'ai commencé avec la langue anglaise. C'était ma première langue. So,
c'est ça, je pouvais pas jouer pour scolaire parce que toutes les équipes scolaires sont français. So, après qu'ils sont toutes parties au jeu scolaire, je suis parti au Greenfield Park Packers, que j'ai déménagé de Hmm. Saint-Hubert. J'ai grandi à Saint-Hubert. Après, j'ai déménagé à Greenfield Park. So, pour jouer pour l'équipe de ma ville, je suis parti à Greenfield Park Packers. Puis tous mes meilleurs amis de primaire aussi jouaient au football pour cette école-là. So, pour cette équipe civile-là, so, j'étais un peu familier avec les faces qui sont dans l'organisation. So, après avoir allé à Greenfield Park, euh, c'était le temps pour Cégep. Puis Cégep, pour le vrai, j'avais pas vraiment. C'est pas. Like, BC, c'était toujours l'école pour moi parce que mon grand frère est parti là. Puis aussi, comme les anglophones, c'est comme si t'es un baller, tu joues avec d'autres ballers, tu vas à BC. Ça, pour le vrai, c'était comme. j'ai- like, le BC, c'était juste comme un premier choix de base. Comme j'ai pas vraiment. Je pense que je pensais à deux autres visites, c'était Jean Abbott puis Saint-Jean, en fait. Saint-Jean sur Richelieu. C'est les deux autres visites que OK. j'avais pris. Ben, à date, je suis parti à Vanier parce que c'est ça, si tu voulais être un baller, tu, jou- tu joues à Vanier. So, Hmm. c'est ça, J'aurais pu toutes aller au mes... Vieux-Montréal pour mes- être un baller aussi. Ouais, j'avais entendu le Vieux-Montréal, puis j'avais entendu le Vieux-Montréal, puis tous mes amis, les amis de mon frère, les plus vieux, ils disaient comme, oh, viens à Vieux-Montréal, Vieux-Montréal. Mais Ben oui, je peux comment pas ça? parler T'es pas français. allé au Vieux, Je tu peux pas... t'as même pas pris de visite, là, au Vieux-Montréal. C'est ça. Je suis comme, je peux pas, comme, je peux pas parler français, comme ça sert à rien, je juste couler tous mes cours. Tu vois, je peux parler Ouais, français, mais tu je peux pas t'entends pas à écrire en l'aise pour prendre des cours en anglais, ouais. En français, prendre des cours français. en français, c'est autre chose, ouais. Exact, exact. Puis comme, je peux pas aller là sur Vanier, c'était la seule option parce que c'était division 1 aussi, puis c'est mon grand frère est parti là, je suis comme, ok, je connais un peu les alentours aussi, comme j'allais à ces games, des fois, juste checker comme les alentours de Vanier quand il était là, so, c'était juste un bon fit pour moi, je dirais. Ouais, ben Puis, écoute, ça a ouais, été là, clairement la bonne décision pour toi. Ça a bien été mhm. ta carrière avec les Cheetahs du Cégep Vanier. Et comment t'as fait pour te retrouver à l'Université d'Hawaï? C'est ce que je veux savoir. C'est loin, Hawaï, c'est merveilleux, Ouais, mais en même temps, c'est très loin du Québec. Donc, dis-moi ça, là, comment ils t'ont recruté? Comment t'as fait pour te retrouver là-bas? ça, c'était vraiment comme, quand je t'ai dit la grâce à Dieu, c'était vraiment la grâce à Dieu. Toute ma vie, c'était mon rêve d'aller Division 1. Puis comme, j'avais toujours travaillé ou fait des décisions pour aller dans cette direction-là. So, moi, 3e année de Vanier, j'ai vu que j'avais pas d'offre. Puis comme, je comprenais pas pourquoi. J'étais comme, je trouvais que j'avais fait assez pour montrer mon my athleticism. So, je Ouais, tes trouvais que j'avais qualités fait assez. athlétiques, ton talent. Exact. Ça, j'étais comme, qu'est-ce qui arrive, pourquoi j'ai pas d'offre. Puis j'avais beaucoup d'intérêt, comme beaucoup de Power 5 me rapprochaient. Je me rappelle, j'avais pris un Junior Day à Syracuse, puis Syracuse m'avait dit comme, si tu viens à nos camps, tu fais bien, on te donne l'offre sur le spot. Puis j'étais hype, j'étais parlé directement le receiver coach, puis j'étais hype, il me disait ça, puis je suis comme, ok, je retourne chez moi avec mon ami parce qu'il m'a amené à mon Junior Day, puis je suis comme, ok, je vais aller à Syracuse, je dead le camp, puis je vais être good. Puis directement, quand je suis arrivé, comme 2 jours après, COVID a frappé. Je pouvais pas aller au camp, je pouvais pas aller à Ah, aucun camp. Là, je pouvais rien faire. So, my recruitment was kind of dead. Like, tous les coachs, j'essaie de les contacter, puis comme, like, they weren't really hitting me back up. So, j'étais comme, ok, ben, c'est comme, est-ce que je vais à RSCQ? Est-ce que comme, j'oublie mon rêve, puis je vais à RSCQ, ou comme, est-ce que je reviens une autre année, je dead la ligue, puis peut-être je vais avoir d'autres options. So, j'avais commit à Carabin, j'avais dit commit. Après, je suis comme, OK, je retourne à Vanier faire une dernière session. Puis, all that happened, on a gagné le Boule d'Or, on a battu CVM. ah, On a battu on a ça battu fait mal CVM. d'entendre. Ouais, continue, continue, on n'est pas obligé de s'étendre sur cette partie-là de ton histoire, oui. Donc, une fois que vous avez gagné le bol d'or, après, oui. Après, on a gagné le Boule d'Or, j'étais comme, OK, comme, like the offers are gonna come, les offres vont venir. Puis c'était vraiment encore, j'avais eu des petits intérêts ici, mais
aucun coach veut vraiment me donner comme, like, full go, tu vois. So, moi, COVID, j'ai vraiment grind. J'ai vu comme, j'étais vraiment comme, OK, comme, faut que je fasse ci, faut que je m'arrange fort, faut que j'arrange comment je cours mes tracés, tout ça. Puis je postais ça sur Twitter. Ben, like, n'importe qu'est-ce que je faisais, je postais ça sur Twitter. Je faisais de la muscu, je postais ça sur Twitter. Je courais dehors, je faisais ça sur Twitter. Je joguais dehors, je postais ça sur Twitter. Puis euh, le coach de Hawaii avait vu ça. Puis Hmm. il a dit que il checkait d'autres athlètes à Québec, mais ils trouvaient ça, ils sont des trop jeunes, ils n'étaient pas comme le fit pour lui. Puis il a dit comme je voyais ton nom dans tous les affaires de Canada, comme tu étais le receveur, le premier receveur ici, le Offensive Player of the League ici. Puis je suis comme ok, ils sont intéressés. Après, au fur et à mesure, il m'a appelé. Quand tries to, like, commence à me connaître. Il dit, OK, tes parents fait quoi? Euh, T'es comment comme joueur? Qu'est-ce que tu penses que c'est tes qualités, tes défauts? Tout ça. So, je l'expliquais tout ça. Puis, like, après comme 3 jours, 2 jours, il m'a donné l'offre. Puis, je suis parti. J'étais parti. Ah ouais, ben Le écoute, truc, c'est vraiment super, parce que c'est le- vraiment tout à ton honneur, là, tu sais, le fait que, malgré le fait que tu n'avais pas d'offre, ben, tu as continué à mettre tes entraînements sur Twitter, tout ça, tu n'as pas perdu espoir, tu as pris les choses entre tes mains. Ça, félicitations, Nicolas, ça, c'est Merci. vraiment beau. Puis j'espère que les jeunes footballeurs qui nous écoutent ou qui nous regardent, ben, justement, vont tirer une leçon de ça, là, tu sais. Des fois, il faut que Mhm. tu forces la note, là, si tu veux atteindre tes objectifs. C'est sûr. J'ai jamais vraiment perdu l'espoir, quand même si j'avais, j'avais quand même, je pense que j'avais commit à McGill ma deuxième fois au recrutement. Mhm. Mais puis l'offre est venue littéralement une semaine avant que je commençais le camp d'entraînement avec McGill. Ça, Ah j'étais ouais. déjà comme, OK, j'avais pas McGill, puis j'ai eu l'offre directement. Like, après, je suis comme, wow, comme tout mon monde a changé, tu vois, quand je jouais à McGill, à Hawaï. Ouais, je suis comme Ouais. Hawaï, je suis comme, oh, Une ouais. très grosse différence, C'était oui, définitivement. c'était fou. Ben, j'ai profité, j'ai pris la chance, tu vois, c'est une a chance of a lifetime, so I just took the shot without even second guessing. Donc, est-ce que tu reviens des fois au Québec? Est-ce que tu reviens des fois à Montréal? Parce que, bon, naturellement, c'est très loin, Hawaï, ou si tu restes là à l'année longue, là, depuis que tu as joint l'université? Non, ben, je te dis, la première année que j'étais ici, c'est sûr que je prenais chaque fois que j'avais l'opportunité de retourner à Montréal. Je retournais à Montréal, même pour les une semaine, 3 jours, 4 jours, je retournais juste parce que, comme, tu vois, j'avais un peu, ben, comme, c'est une chance de culture, tu vois, c'est comme, t'es Ouais. dans une grosse ville de Montréal, puis Hawaï, c'était comme sur un île qui est vraiment comme, c'est la slow pace, c'est vraiment slow, c'est vraiment relax, tu vois, les beach Ouais, le mode bums, de vie, tout ça, exactement, c'est plus relax, hein, ouais. c'est changé. La nourriture, c'est une grosse différence pour moi aussi. C'était comme, j'ai juste vraiment, j'avais, comment dire ça, homesick. La Ouais. première année, j'étais T'ennuyais ici, de la je maison, tout chaque année, simplement, ouais. je retournais à la maison, j'allais chaque fois que j'avais la chance, je retournais. Maintenant, je retourne plus, parfois ici, vraiment quand j'ai des affaires comme l'affaire de famille, je retournais juste pour ma famille, des fois, quand je les manque, des affaires comme ça. Mais je suis vraiment comme en mode comme just grind, tu vois. J'ai toutes les facilities ici pour comme m'amener get better. So, like, Ouais, je reste ici t'améliorer, ouais. plus pour lancer avec mon QB, dans une salle de muscu. Tu vois, c'est un bon setup pour moi. Ouais, non, absolument, absolument. Faut que tu profites de cette opportunité-là afin de maximiser Mhm. justement ton potentiel. Puis j'imagine que tu dois avoir Ouais, des objectifs de jouer professionnel, que ce soit dans la NFL, dans la Ligue canadienne. Donc, ouais, t'as toi à portée de la main, là. C'est ça la beauté d'être sur un campus. Tout est généralement à 10-15 minutes de marche. Des fois, t'as même pas besoin de voiture. Tout est là. Donc, tu peux aller t'entraîner 2 fois par jour, 3 fois par jour. C'est simple. C'est beaucoup plus simple. Puis même, tu peux prendre des cours d'été si tu as le temps. Justement, en parlant d'études, dis-moi, tu étudies en quoi? Et puis, combien de temps qu'il te reste justement à l'université, là? À l'automne, ça va être, t'as combien de semaines de saison? moi, maintenant, j'étudie en communication. Puis après, il me reste
Je suis un senior à l'école, mais je rentre dans Mhm. mon année junior au football. Ça fait ça. Je peux graduer comme aussitôt que le prochain spring semester, la Mhm. session d'été. Et ouais, Ouais. mais j'ai quand même une année de football après ça. Mais je pourrais Ouais, avoir puis 2 années si comme chose arrive. ouais, ok, donc tu as l'intention de jouer une autre année de plus à Hawaii. Donc, est-ce que tu vas en profiter justement pour peut-être faire une maîtrise? Il y a Benjamin Saint-Just qui se retrouvait dans la même situation que toi à l'époque, puis il en a profité Ouais. pour faire une maîtrise, puis d'autres joueurs de football. Est-ce que tu as l'intention de faire ça? Ouais, c'est sûr que j'avais parlé à mon capi un peu de qu'est-ce que je pourrais faire, les avenues, mais je suis pas à 100%. J'ai pas une décision à 100% en tête maintenant. Mais Ah ben, c'est dans le futur. C'est sûr que c'est quelque chose que je vais faire. Ah ben, une chose à la fois, Nicolas, une chose à la fois. Présentement, c'est l'été, c'est la saison morte. Profites-en afin de t'améliorer, justement, afin de connaître une forte saison pour l'Université d'Hawaii à l'automne. On va te suivre. J'ai commencé à te suivre la saison dernière. J'avais jamais entendu parler de toi. Là, j'étais content de voir un joueur de Montréal qui joue à l'Université d'Hawaii. J'espère que tu reviens pas ici l'hiver, là, au moins, là. T'es pas obligé de revenir à Montréal Non, l'hiver, en passant. Non, c'est fini l'hiver pour toi, je pense pour rester tes jours. exact. Ouais, Bon, c'est ben, ça. parfait. Comment, qu'est-ce que t'allais dire? Oh, j'ai dit que je suis venu, dernier hiver, je suis venu, puis tout le monde disait comme, qu'est-ce que tu fais ici? Comme tous mes amis disaient, qu'est-ce que tu fais ici? Comme, et puis je suis comme, ouais, c'est vrai, vous avez raison. Ouais, Ouais. Bon, ben, absolument. Ben, écoute, Nicolas, Mhm. je te remercie encore une fois d'avoir accepté mon invitation. C'est littéralement au beau milieu de la nuit présentement à Hawaï. Écoute, je te souhaite une belle continuité, autant à l'école et bien sûr sur le terrain de football, puis on va te suivre au cours de la prochaine saison. Je te souhaite d'avoir du succès. Porte-toi bien. Merci. Thank you for having me. Pas de problème. Alors, c'était Nicolas Senac, receveur de passe québécois qui joue pour l'Université Hawaii. Et c'est tant mieux. J'allais dire qu'il est chanceux, mais c'est pas vrai. C'est pas de la chance. Il a provoqué sa chance, comme il nous l'a dit. Il a travaillé beaucoup malgré le fait qu'il n'était pas recruté. Il a mis des vidéos sur les réseaux sociaux afin de se faire remarquer. Alors, faut créer ses opportunités. Et puis, c'est ce qu'il a fait. Puis, j'espère que ben, les jeunes footballeurs là, qui m'écoutent, les jeunes athlètes d'autres sports qui écoutent, qui regardent le podcast, ben, seront en mesure de tirer une belle leçon du cheminement de Nicolas Sonac. Là, on va maintenant se tourner du côté de la Ligue canadienne de football, plus précisément, bien sûr, des Alouettes. Le camp d'entraînement des Alouettes a commencé dimanche à Saint-Jérôme. Et pour l'occasion, ben, on reçoit Joey Alfieri, anciennement de TSN Radio. Il y a quelques années, ben, il a franchi la clôture, s'est joint aux Alouettes, l'équipe qu'il a couvert pendant plusieurs saisons. Il est maintenant responsable des réseaux sociaux des Alouettes. Alors, Joey, ben merci là, de passer une petite partie de ta journée de congé puisqu'il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui du côté des Alouettes avec nous au podcast Sac du Cœur. Pas de problème, et j'aimerais juste souligner, Didier, de ce qu'on me dit, Saint-Jérôme, c'est comme Uh-huh. le Hawaï du Québec. Donc, Ah je oui! je suis très content d'être là, ouais. Ah ouais, écoute, je ne sais pas qui dit ça, c'est la première fois que j'entends ça. Je veux pas te manquer de respect, mais je vais être sceptique, là. Je suis pas sûr que c'est vraiment le Hawaï du Québec. Mais bref, ça, c'est vraiment merveilleux pour Nicolas là, d'avoir la chance de vivre là à l'année longue. Là. Oui. Je suis pas certain qu'il va revenir au Québec éventuellement une fois que sa carrière au football va être terminée. Mais écoute, Joey, il se passe des choses au camp d'entraînement. Avant de parler, bon, des performances sur le terrain auxquelles on a assisté depuis le début du camp, mardi, ça a été une journée occupée. Tout d'abord, Jeff Quentin-Arcou, choix de première ronde des Alouettes lors du dernier repêchage, a pris part à sa première séance d'entraînement avec l'équipe. Juste physiquement, en le voyant, il avait l'air en forme, bien sûr. Il avait participé au mini-camp des recrues des Dolphins de Miami. Puis là, on a eu une autre surprise lors de l'entraînement. Il y avait également Sean Lemon qui était sur le terrain. On sait que Lemon avait été suspendu par la Ligue canadienne de football pour avoir parié sur des matchs des St. Peters à l'époque où il portait les couleurs de Calgary en 2021. Mais d'une certaine façon, pour l'organisation montréalaise, c'est une bonne nouvelle parce qu'on est à la recherche de chasseurs de quart. L'Association des joueurs a déposé un grief au nom de Sean Lemon. Donc, il est présent au camp.
Dieu sait combien de temps l'appel va durer. Je me souviens d'une année, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, que Durant Carter avait été suspendu, bon, pour des raisons Ouais, différentes. Il était allé en appel, puis je pense qu'il avait joué 4 à 5 matchs avant finalement d'être ouais. suspendu. Donc, peut-être que ça va être la même chose pour Sean Lemon, peut-être que ça va aller plus rapidement. Mais écoute, le retour de Sean Lemon, comment ça a été perçu au sein de l'organisation? On a parlé avec Danny Machocha et Jason Mast. Et puis les deux, ben, tu vois dans le visage qu'ils étaient contents de revoir Lemon, Ouais. malgré le fait qu'il ne sait pas pendant combien de temps qu'il sera en mesure de s'entraîner, même s'il pourra entreprendre la saison régulière. Ouais, c'est sûr que ça a été un joueur extrêmement utile pour les Alouettes l'an passé. Je pense que son premier match était fin juillet à domicile contre Calgary. Et si je me trompe pas, il avait réussi une coupe de gros jeux. Là, son deuxième match, il a réussi une interception, un sac à Hamilton. Donc, c'est sûr que en début d'année l'an passé, les Alouettes, ils avaient un peu plus de misère à se rendre au corps arrière. Et le fait d'avoir de l'arrivée de Sean Lemon, je devrais dire, a tout changé l'allure du front défensif. Donc, tu sais, je comprends qu'ils sont contents qu'il soit de retour, mais pour ce qui est du reste, c'est difficile à dire, de voir, de prédire ce qui va se passer parce que on n'a pas les détails. On ne sait pas quand vient le temps de l'appel et tout ça. Donc, j'ai hâte de voir comment cette situation va se terminer. Mais c'est sûr que ça a été un joueur d'impact. C'est une grande raison pour laquelle les Alouettes ont gagné la Coupe Grey l'an passé. Oui, maintenant l'arrivée de Jeff Quentin-Arcou, bon, les Alouettes ont annoncé Mhm. lundi en fin de journée qu'il avait signé un contrat avec eux. Là, mardi, on n'était pas certain s'il allait être là avant le début de la séance d'entraînement. Ben, finalement, il était présent. Il porte le numéro 19. Jeff m'a dit en entrevue que bon, là, ça va prendre un certain temps avant qu'il devienne familier avec quel jeu. Il connaissait à peu près 5 ou 6 jeux lorsqu'il est arrivé sur le terrain pour l'entraînement, mais il a dit que dès que la séance d'entraînement allait se terminer, ben, qu'il allait passer du temps avec les entraîneurs justement afin de se mettre à jour. Au moins, il n'a pas un gros retard. Il a raté seulement les 2 premières journées du camp d'entraînement. Mais l'impact que ça, d'avoir un joueur, parle-moi de l'impact que ça, d'avoir un joueur québécois qui a été un choix de première ronde de l'équipe et là, qui est là finalement au camp d'entraînement. Puis pour Jeff, c'est gros là, de porter les couleurs des Alouettes parce qu'il a Ouais. grandi comme étant un partisan des Alouettes. Ouais, oui, non, je sais. J'ai parlé aussi pendant un bon bout mardi après la pratique. Mais l'affaire, ce qui est intéressant pour moi, je vais être très honnête avec toi, j'ai suivi de très près, pas juste le repêchage canadien, Didier, mais tout le processus avant, donc camp d'évaluation et les Pro Day et tout ça. Moi, honnêtement, je pensais jamais que Jeff Canté-Arcou allait être le neuvième au total. Comme jamais j'aurais pensé qu'il allait être disponible. Donc, j'étais surpris. Je ne sais pas si le mini-camp d'évaluation des Dolphins a fait peur à quelques directeurs généraux de la Ligue, mais je suis content qu'il soit là. Et moi, tu sais, oui, on parle d'un retard de 3 jours, mais moi, ce que je trouve intéressant, ce que Jeff m'a mentionné, c'est que lui et Tyrell Richards, qui jouent pas mal la même position comme secondaire intérieur potentiellement, c'est des grands amis de leur année. Ils ont joué ensemble à Syracuse. Donc, tu sais, Ouais. s'il y a un petit peu de retard, tu sais, ça aide tout le temps quand tu as un grand ami qui pourrait t'aider avec le carnet de jeu. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Ils se ressemblent un peu côté athlétique sur le terrain de football. Physiquement même, ouais. Donc, physiquement aussi, tu sais, ils se ressemblent un peu. Donc, je pense que T. Rich, qui est là depuis, c'est sa troisième année, je pense qu'il peut vraiment aider l'adaptation au football canadien de Jeff. Donc, ça, je trouve ça très intéressant. Et, tu sais, si tu t'en rappelles l'an passé, Didier, ce qui est intéressant avec Richards et Quentin Arcou, c'est que, tu sais, la défensive de Norththorpe, très souvent, on va avec un front 30. Donc, il y a 3 joueurs de ligne défensive, 4 secondaires, 2 secondaires intérieurs. Avery Williams, qui occupait un de ses postes intérieurs l'an passé à côté de Darnell Sankey, il n'est plus là. Donc, Tyrell Richards et Jeff Conté-Arcou, ils ont la chance de compétitionner, oui, sur les unités spéciales, mais aussi pour avoir des répétitions en défensive aussi. Donc, c'est entièrement possible que les Alouettes aient un secondaire intérieur canadien pour la première fois depuis Enoch Mwamba.
Il y a une couple d'années de ça. Il y avait Shea Emery longtemps, mais tu sais, c'est quand même intéressant d'avoir de la profondeur à cette position-là côté canadien parce que premièrement, c'est deux très bons joueurs, mais d'ajouter un autre partant canadien en défensive, c'est très intéressant aussi. Joey, je ne sais pas pour toi, moi, de mon côté, avant le début du camp d'entraînement, je me demandais, bon, qui va remplacer Austin Mack? De quelle façon on va remplacer Mack? On sait que l'année dernière, ben, il a été le receveur numéro un là, des Alouettes. Il avait gagné plus de 1000 verges par voie de réception et il a réussi des réceptions à des moments très importants lors de matchs clés. Ben, je regarde ça, bon, c'est juste après 3 jours de camp, mais on a de la profondeur à la position de receveur de passe. On a mis sous contrat Tevin Jones, ancien des Rough Riders de la Saskatchewan. De ce que j'ai vu, il semblait bien paraître depuis le début du camp d'entraînement. Faut pas oublier que Snead, ben, ça va être sa deuxième saison dans la Ligue canadienne, lui qui avait connu de bons moments l'année dernière. Mais il y a aussi d'autres joueurs. Là. Il y a notamment il y a le numéro 76. Je ne l'ai pas vu toutefois obtenir des répétitions au sein de la première unité. Il s'agit de Charleston Rambo. Une chose qui Mhm. saute aux yeux, c'est qu'il est très rapide. C'est un ancien de l'Université de Miami. Bref, qu'est-ce que tu penses du groupe de receveurs? Puis, je n'ai même pas parlé de Cole Speaker, de Tyson Philpott, bien sûr, Keon Julian Grant qui est de retour en santé. Il est à 100%. Est-ce que je me trompe ou on va être correct, là? Les Alouettes vont être OK sans Austin Mack à la position de receveur de passe. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, Didier. Écoute, il y a plein de partisans pendant la saison morte qui me demandent, OK, c'est qui va remplacer Austin Mack? Je pense pas que c'est aussi simple que ça. Je pense que ça va, tu sais, c'est presque 1200 verges, si je me trompe pas, pour Mack l'an passé. Et selon moi, tu sais, si tu regardes, c'est sûr que tu as mentionné Speaker aussi, puis je le mets dans cette catégorie-là, mais on va commencer avec les Canadiens. Philpott et Keon Julian Grant, je trouve que c'est deux des meilleurs receveurs canadiens de la Ligue canadienne de football. Philpott a manqué la majorité du camp d'entraînement l'an passé. Le Oui, début de oui. saison était un peu lent, euh, mais je pense qu'il a évidemment le potentiel de devenir joueur vedette dans la Ligue assez rapidement. Pour Keon Julian Grant, il a subi deux blessures malheureusement l'an passé. Et avant qu'il se blesse la première fois, il était dans les top 5 pour les verges sur réception. Donc, je pense que ces deux-là peuvent t'en donner plus. Je pense que Tyler Snead peut t'en donner plus en termes de production aussi. C'est lui, tu sais, il a manqué, je pense que son premier match était le 9 juillet à Vancouver. Donc, tu sais, je trouve que à l'interne, tu as des joueurs qui peuvent t'en donner plus. Là, tu ajoutes un Tevin Jones qui a au-dessus de 800 verges l'an passé avec quatre carrières différents à Saskatchewan. Un Cole Speaker plus en Mhm. confiance. J'aime ce que j'ai vu de Charleston Rambo. Il y a Jalen Wayne aussi qui est, je pense, un cousin ou de la famille. Il y a de la famille qui a joué dans la NFL en Reggie Wayne. Euh, Ouais, il y ça, a c'est le numéro Tyjon Lindsay. 88, je crois. Oui. 83. 88, c'est lui que 83, j'allais te oui. parler. Tyjon Lindsay, un ancien des Seahawks, un peu plus petit, un peu plus rapide. Mais bref, il y a plusieurs joueurs qui pourraient avoir un impact en tant que receveur du côté court du terrain, l'ancienne position de Austin Mack. Mais pour moi, c'est pas un gars qui va venir remplacer les 1200 verges. Je pense que ça va se faire un peu ici, un peu là. Oui, tu as quelqu'un qui va remplacer sa position, mais je pense que je m'attends un peu plus de Julian Grant, de Snead et de Philpott en particulier. Je pense que c'est comme ça que tu combles les 1200 verges. Oui, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le cas de Tevin Jones, c'est qu'il a déjà joué avec Cody Fajardo, il a déjà joué Oui. dans le système de Jason Maas également. Les trois étaient réunis ensemble en 2022, oui, c'est bien ça, du côté de la Saskatchewan. Et Jones avait connu une bonne saison également. Puis c'est ce qu'il m'a dit lorsque je l'ai interviewé. Il a dit qu'il avait déjà de la chimie avec Fajardo, que s'il y avait des choses qu'il ne comprenait pas, ben, il réglait ça immédiatement, étant donné qu'ils ont déjà travaillé ensemble. Alors, lui, il pourrait avoir un impact dès le début de la saison. C'est un vétéran, il est au début de la trentaine, mais il ne me semblait pas avoir perdu ses jambes là, lors des 3 jours du camp Mhm. d'entraînement auquel j'ai assisté depuis le début de la semaine. Bon, on parle du départ de Mac. Il y a également le départ de William Samba qui porte maintenant les couleurs des Lions de la Colombie-Britannique. Il semble que Fletcher devrait être le demi à l'attaque partant, mais
on n'a pas écarté la possibilité peut-être d'utiliser un demi à l'attaque partant canadien. On sait qu'on mise sur Deshaun Antwi. Il y a également Sean Thomas Erlington qui s'est joint aux Alouettes. Toi, comment tu vois ça, la bataille dans le champ arrière des Alouettes? On a des options, puis il y a également le numéro 45, Marcus Williams, ce nouveau venu, ce demi à l'attaque américain. Je l'ai vu par moment obtenir des répétitions avec les partants depuis le début du camp d'entraînement. Alors toi, comment tu vois ça? Est-ce que tu penses que ça va être Fletcher, le partant, puis après ça, on va utiliser Antwi, Thomas Arlington, les Canadiens? Comment tu vois ça là, dans le champ arrière? Mais avec ceux que tu as mentionnés, tu sais, avec Fletcher, Antwi et Sean Thomas, Erlington, tu sais, on sait ce qu'ils apportent à un terrain de football, dans une équipe. On les a vus dans la Ligue canadienne de football. Donc, tu sais, je trouve que après 3 jours, Sean Thomas, Erlington, là, il a tout un camp. Il a réussi, je pense que c'était dimanche, il a réussi une attrapée dans les 1 contre 1 contre les secondaires. Il a réussi une attrapée d'une main. Là, c'est absolument débile. Josh Renantwi, je l'aime bien aussi. Je pense que c'est un des meilleurs demi-offensifs canadiens de la Ligue. C'est un gars, il y a 2 saisons après que William Stanback s'est blessé, il a couru pour presque 700 verges. Donc, je pense que c'est un autre joueur qui est très important à cette équipe, sur les unités spéciales et en attaque également. Et Walter Fletcher, je te cacherai pas, j'aime bien ce joueur. Je trouve qu'il a un énorme potentiel. C'est sûr qu'il est différent de Stanback, un peu plus petit, un peu moins costaud, mais c'est un joueur qui peut attraper le ballon du champ arrière aussi très, très bien. Il fait ça à un haut niveau. Donc, ceux-là, tu sais, tous ces trois-là m'intéressent beaucoup. C'est sûr qu'après 3 jours, Didier, on a vu, ils ont pratiqué avec les épaulettes seulement une fois, donc c'est difficile Ouais. d'évaluer les nouveaux. J'aime bien Marcus Williams aussi. Moi, j'avais écrit un article pour le site des Alouettes avant le camp d'entraînement sur 5 joueurs que j'allais vraiment observer pendant le camp d'entraînement. Et un des gars qui m'intriguait le plus, c'était Stevie Scott, qui porte le 35, si je ne me trompe pas, un ancien de Indiana qui a couru pour 1000 verges là-bas. Il a marqué 30 touchés au sol en 3 saisons. Euh, la raison pour laquelle il m'intrigue, je pense que c'est un bon joueur, mais aussi, c'est un gars qui ressemble un peu plus à Stanback. Tu sais, il est encore, je pense, plus gros, plus grand et plus gros que Stanback. Je pense qu'il est 6 pieds 2, je l'avais ici, 6 pieds 2, 230, il est 6 pieds 2, 231. Il y a 24 ans. Donc, tu sais, Hmm. c'est un jeune qui t'amène un gabarit un peu différent de ce que tu as en Antwi, Fletcher et Sean Thomas Arlington. Donc, lui, pendant les matchs préparatoires, ça va être intéressant de voir. Mais j'aime bien Marcus Williams qui porte le 45 aussi, un peu plus petit, mais un peu plus rapide. Il y a Charles McClellan, aussi un scatback ancien de l'Université de Cincinnati. Mais moi, j'ai hâte de voir tous ces joueurs-là jouer. Mais si tu m'en demandes pour un, je suis vraiment intrigué par ce que Stevie Scott peut amener. Ah, ok, ben regarde, je ne l'ai pas observé beaucoup lorsque j'étais présent à Saint-Jérôme. Je vais y retourner à compter le lundi prochain. Donc, je vais porter une attention au numéro 35 définitivement dans le champ arrière. Puis qui sait, moi, je vais juste être de retour à Saint-Jérôme lundi prochain, comme je viens de le dire. Peut-être qu'à ce moment-là, il va y avoir eu des changements là, au niveau justement de la formation. Peut-être qu'un joueur comme Scott va avoir grimpé. Donc, on va voir. J'ai hâte de voir ça là, après le week-end, puisque les Alouettes vont également jouer un match simulé qui va avoir lieu ça samedi à Saint-Jérôme. Une des questions que j'avais, c'est afin de savoir est-ce que la ligne à attaque va tenir le coup. La ligne à attaque des Alouettes s'est améliorée lorsque la saison 2023 a progressé. L'unité jouait avec beaucoup plus de cohésion à la fin du calendrier régulier et lors des éliminatoires. J'ai remarqué qu'il y a également quelques joueurs de ligne à attaque américains là, qui semblent être talentueux. Bref, on pourrait avoir de la profondeur là, au niveau de cette unité-là. Qu'est-ce que tu en penses? On va être capable de bien protéger Cody Fajardo. Ouais, mais de ce que j'ai vu, tu sais, je suis 100% d'accord avec ton point, Didier. Tu sais, en deuxième moitié de saison, quand on est allé, tu sais, les blessures nous ont forcé à faire le changement au ratio côté Jason Moss, Luc Brodeur-Jourdain. Quand Landon Rice s'est blessé, le bloqueur à droite, ils ont utilisé Jamar McGloster. Ça fait une couple d'années que McGloster est dans la Ligue canadienne de football. Il a aussi eu plusieurs séjours dans la NFL. Et je trouve que ça a changé l'allure
de la ligne à l'attaque quand on est allé avec deux bloqueurs américains. Là, de ce que j'ai vu, encore une fois, sans épaulettes, c'est difficile à dire côté ligne à l'attaque, mais de ce que j'ai vu dans les 1 contre 1 contre les alliés défensifs, Jamar McGloster connaît un très, très bon camp. À droite, Nick Callender, je trouve qu'il a été très solide l'an passé, particulièrement en deuxième moitié de saison. Et le monde oublie, Didier, que P.O. Lestage n'a pas joué des séries éliminatoires du tout. Il s'est blessé lors Oui, du dernier match et on était c'est forcé Philippe à utiliser Gagnon de qui la était dans la profondeur. formation partant. Philippe Gagnon et Christian Matt étaient au poste les deux postes de garde. Donc, tu sais, on a vu un gars qui a commencé comme réserviste, comme bloqueur, et on a vu un garde réserviste, même Phil Gagnon, je le trouve pas comme, tu sais, c'est sur n'importe quelle autre équipe, c'est un joueur qui serait partant, mais je trouve qu'il y a de la profondeur. On n'a même pas parlé de Justin Lawrence, qui a déjà gagné 3 Coupes Grey. Je pense qu'il a 26, 27 ans. Je trouve que la ligne à l'attaque, le travail que Luc Brodeur-Jourdain a fait a porté fruit. Et là, pendant la saison morte, tu sais, je sais que les partisans le connaissent en tant que joueur, mais je peux vous dire qu'il y a un assistant qui se rejoint au staff en David Brown, l'ancien joueur qui portait 66 pour les Alouettes, qui est un coach très intelligent, très jeune, mais très intelligent, qui s'amène dans le staff des entraîneurs. Donc, j'ai hâte de voir comment tout ça va se dérouler. Évidemment, Didier, si tu as deux partants américains sur la ligne à l'attaque, il faudrait en garder un autre ou peut-être même deux autres sur l'équipe de réserve. Donc, ça va être une autre bataille intéressante. Il y a Josh Donovan qui était là l'an passé. Il y a Jacob Baker aussi, 64, que j'ai bien aimé à date lors du camp d'entraînement. Il y a Jason Turntime, l'ancien, je pense qu'il était à Florida State. Donc, tu sais, il va y avoir des batailles là aussi pour des postes de réservistes. Et comme on a vu l'an passé, les réservistes à la ligne à l'attaque ont joué. Donc, ça pourrait être des positions intéressantes et des batailles intéressantes côté ligne à l'attaque aussi. Mais je suis vraiment encouragé par la deuxième moitié de saison. Ils étaient très, très bons après le mois de juin. Ouais, le corps d'entraînement des Alouettes est encore très jeune, comme on l'a dit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, on a seulement eu 3 journées de corps d'entraînement. Alors, on va devoir attendre, mais à compter de la semaine prochaine, on devrait avoir une meilleure idée, justement, là, de quels sont les joueurs qui se démarquent réellement. Alors, on en parlera la semaine prochaine dans le cadre du prochain épisode du podcast Sac du Corps. Joey, avant de se quitter, parle-nous, là, quels sont tes projets au niveau des réseaux sociaux des Alouettes au cours des prochains jours, prochaines semaines et de la saison? Est-ce que tu as des nouveautés? Je te cède la place. Oui, absolument. Merci, Didier. Écoute, nous, notre plus gros projet, de mon côté, on a un après-match en direct, après chaque match à domicile et à l'étranger aussi, où tous les joueurs clés vont joindre à moi. Ça, c'est pas nouveau. Mais côté nouveauté, nous aussi, on a un balado. On va essayer de faire ce que tu fais à un très haut niveau. Donc, on a notre balado qui sort une fois en français, une fois en anglais à chaque semaine, donc 2 balados par semaine, avec plein d'invités spéciaux des joueurs, des entraîneurs, football, opération football aussi. Et on va avoir des petits contenus qui vont être récurrents, comme par exemple, mardi, on a mis un micro sur Cody Fajardo pendant tout l'entraînement et même avant l'entraînement. Et c'est tellement drôle et on va faire ça à répétition pendant la saison avec plusieurs joueurs. Juste montrer leur personnalité et ce qui se dit dans le caucus, mais les niaiseries qui se disent aussi en dehors du caucus et sur le terrain. Donc, ça Tu devrait vas être le devoir fun. On a censurer beaucoup de des choses. projets. J'ai l'impression que tu vas devoir censurer des choses, par exemple. Ouais, il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances de ce que j'ai entendu hier et tout au long de la saison dernière. Mais oui, on a beaucoup de gros projets qui s'en viennent tout au long de la saison 2024. Didier, merci. Bon, ben, c'est super, ça, Joey. Écoute, je vais te laisser y aller. Comme on disait tout à l'heure, c'est journée de congé. Il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui du côté des Alouettes. Alors, je te remercie, Joey, là, de nous avoir consacré ces quelques minutes, justement, durant ta journée de congé. Je sais que tu travailles fort. Alors, je vais te laisser y aller. Encore une fois, un gros merci. Puis on se revoit sur les lignes de côté du terrain d'entraînement à Saint-Jérôme la semaine prochaine. Yes, sir. Merci, Didier. Porte-toi bien.
Alors, c'était Joey Alfieri, responsable des réseaux sociaux des Alouettes de Montréal. Alors, on va se tourner du côté de la NFL et du fantasy football avec Marc-André Chaloux. Et avant de parler fantasy football, on sait que ce soir, on enregistre le podcast mercredi matin, Marc-André. Ce soir, mercredi soir à 20h, la NFL va dévoiler son calendrier au complet, son calendrier régulier en vue de la saison 2024. Mais toutefois, on sait déjà quelques affrontements qui vont avoir lieu lors de la première semaine d'activité. Alors, je vais regarder ça avec toi. Tout d'abord, eh on voit qu'on va avoir droit à un duel entre les Ravens de Baltimore et les Chiefs de Kansas City. Oui, oui, oui. C'est une rivalité, là. Donc, Mhm. la NFL s'arrange afin que Patrick Mahomes et Lamar Jackson, je crois, s'affrontent lors de toutes les saisons régulières. Un peu à l'époque, là, quand tu te souviens, dans l'AFC, entre Peyton Manning et Tom Brady, les Colts Oui. et les Patriots. C'est ça, même s'ils ne jouaient pas au sein de la même section, ben, ils s'affrontaient constamment à toutes les semaines. Alors ça, c'est un match qui sera présenté lors de la première semaine d'activité aux heures de grande écoute. Et on voit, c'est bien sûr le premier match de la saison, mais là, on voit également les autres rencontres qui seront présentées. Est-ce qu'il y a un match qui te saute aux yeux? Je me doute duquel, là. Vas-y, là, en tant que partisan des Eagles, je me doute bien de la rencontre qui retient ton attention. Ah, c'est un peu plate de voir les Eagles jouer au Brésil, mais non, je veux parler vraiment Chiefs-Ravens, Didier. Quoi demander de mieux que pour le premier match? Lamar Jackson, Mhm. Patrick Mahomes, les champions en titre du Super Bowl contre les Ravens qui vont avoir encore une fois une excellente équipe. Derrick Henry, les débuts avec Ouais. les Ravens de Baltimore, ça va être intéressant. Donc pour moi, Chiefs-Ravens, c'est l'affrontement rêvé pour entamer la saison 2024 de l'Alouette absolue. Ouais, Mais les je, Chiefs qui mais avaient éliminé les Ravens, on s'en souviendra lors de la finale d'association américaine. Mais qu'est-ce que tu allais dire? Je dis, mais j'ai surtout hâte de voir le dévoilement des équipes, des calendriers des équipes sur les réseaux sociaux parce que depuis quelques années, c'est vraiment ça pour moi qui est fascinant à regarder. C'est souvent très drôle. Les équipes mettent beaucoup les. On parlait avec Joey qui est le responsable des médias sociaux des Alouettes. Les responsables des médias sociaux des équipes font des concepts vraiment. On repousse les limites année après année pour nous dévoiler les calendriers des équipes, c'est vraiment. Moi, j'ai bien hâte de voir ça défiler sur les réseaux sociaux au courant de la semaine. Ouais, l'année dernière, c'était quelle équipe là, qui a fait un sondage dans les rues? On faisait un genre de vox pop, on montrait les logos des équipes à Ouais, des gens qui ouais. suivaient pas du tout le football. Puis écoute, c'était Mm. vraiment tordant, là. Ouais, Puis ouais, il y avait ouais. eu beaucoup. Ouais, ça avait bien performé sur les réseaux sociaux. En tout cas, ce soir, ben, c'est justement, comme on disait, la NFL va dévoiler. Ouais, on me dit à l'oreille que c'était les Titans du Tennessee. Guillaume me dit à l'oreille que c'était les Titans du Tennessee qui avaient fait ça. Et puis, ça avait été vraiment tordant. En tout cas, j'ai hâte de voir ça, de voir ce que Ouais. les équipes nous réservent, puis de voir le calendrier au complet. On va se tourner maintenant du côté du fantasy football. Qu'est-ce que tu as préparé pour nous, là, Marc-André? J'ai préparé des joueurs qui, à la suite du repêchage, à la suite, disons, de la période de signature des joueurs autonomes, sont devenus des joueurs en ascension au niveau fantasy. Et je vais commencer par Mhm. le quart Anthony Richardson des Colts d'Indianapolis, le quart numéro 6 en ce moment dans les classements fantasy. C'est assez incroyable, Didier, pour un gars qui a seulement joué 4 matchs l'année passée et 2 matchs complets. Sauf ceci dit, le potentiel de Anthony Richardson est énorme, Didier. On a remplacé son substitut Garner Minshew par Joe Flacco, qui est une police d'assurance, une vieille police d'assurance, mais une police d'assurance quand même. Ouais, il a Euh, bien joué l'année faut, dernière. Absolument. Faut lui rendre crédit avec les Browns. Il a été vraiment excellent. Faut dire qu'Anthony Richardson, Didier, a obtenu au moins 20 points fantasy dans les 2 matchs complets auxquels il a participé. Fait que, je veux dire, j'ai toujours dit, je le répète, un quart mobile en fantasy, c'est une clé. C'est quasiment un cheat code. C'est quasiment une carte cachée au niveau fantasy. Et ce qu'on a fait durant la saison morte du côté des Colts, c'est qu'on a vraiment on a cherché à mieux entourer encore Anthony Richardson. On a amélioré la ligne à l'attaque qui est déjà excellente. En fin de saison, elle était classée au 3e rang par le site Pro Football Focus qui classe les lignes à l'attaque. On a été chercher un receveur de passe, Adonai Mitchell, qui a glissé au repêchage pour encore là fournir d'autres armes offensives à Anthony Richardson. Maintenant, on se retrouve avec Michael Pittman, on se retrouve avec Josh Downs, qui a connu quand même de beaux flashs l'année dernière et maintenant Adonai Mitchell. Donc, on a vraiment un groupe de receveurs
imposant du côté des Colts. On a Jonathan Taylor qui devrait être en santé. L'année passée, ça a été compliqué dans son cas, des blessures au pied, si je me souviens bien. Et Anthony Richardson, Didier, l'année passée, a obtenu 38% des portées de l'équipe dans la zone payante. Oui, il n'y avait pas Jonathan Taylor, mais si, disons, on réduit ce nombre à 25%, c'est quand même une portée sur 4 dans la zone payante. C'est pour ça qu'Anthony Richardson a un potentiel énorme au niveau fantasy. Comme je l'ai dit, il est le quart numéro 6 en ce moment. Je ne suis pas le seul à le voir dans ma soupe au niveau fantasy. On le repêche devant Dak Prescott, ça, je ne suis pas convaincu, devant des gars comme Joe Burrow également. Mais chose certaine, c'est que Anthony Richardson a le potentiel pour devenir un top 3 au niveau fantasy à la position de quart. Il est en ascension au niveau fantasy. J'ai hâte de voir si on va continuer d'utiliser autant près de la zone des buts, étant donné qu'il avait subi une grave blessure à une épaule. Il a dû être opéré. Ça fait en sorte qu'il a raté la grande partie de son année recrue. Donc, est-ce qu'on va être un peu plus vigilant du côté du groupe d'entraîneurs et des coachs afin de protéger notre investissement? J'ai hâte de voir ça parce qu'il est tout un athlète, très explosif, très mobile. Et puis, comme tu l'as si bien dit, là, en raison de ses qualités athlétiques, ben, ça donne des opportunités de toucher lorsque les coachs se retrouvent à l'intérieur de la ligne de 20, profondément en territoire adverse. Maintenant, Kyler Murray. Kyler Murray, pour toi, est un joueur en ascension? Est-ce que c'est En dû à ascension. l'arrivée de Marvin Harrison Jr.? Juste ça, c'est juste l'arrivée, par l'ajout de Marvin Harrison, Didier, par l'arrivée de Marvin Harrison, un joueur qui va faire la différence, spécialement dans la zone payante. Kyler Murray, pour moi, est en ascension. Mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi ajouté le porteur de ballon Trey Benson au repêchage, un porteur de ballon qui a d'excellentes mains, un peu dans le même moule que James Conner. On a maintenant 2 porteurs de ballon qui peuvent, disons, avoir d'excellentes mains dans le champ arrière en situation de passe également. On a le receveur Trey McBride, également, qui en sera sa 3e saison dans la NFL. Et Trey McBride, on a vu vraiment l'éclosion s'en venait, était sur le point de s'en venir la saison prochaine, la saison dernière. Donc, j'ai bien hâte de voir l'attaque des Cards, Didier. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'attaque des Cards, elle devrait, sans être excellente, elle devrait être bonne cette saison. Et Kyler Murray, on a tenté d'améliorer la défense, mais la défense n'est pas encore au point où elle fera la différence au cours des matchs. Et Kyler Murray, l'année passée, a obtenu plus de 20 points fantasy dans 4 de ses 8 matchs auxquels il a participé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a également obtenu 3 touchés au sol. Donc, on se posait des questions sur les blessures de Kyler Murray au niveau des jambes, au niveau du ligament croisé antérieur, mais la production au sol, elle était là du côté de Kyler Murray. Donc, je ne vois pas pourquoi un joueur qui est présentement le quart numéro 9 au niveau fantasy, encore là, un certain potentiel avec une attaque vraiment améliorée, disons, cette saison, et une défense vraiment qui va demeurer ordinaire. Donc, faudrait pas, les Cards risquent de tirer de l'arrière également dans les matchs, donc ça devrait avantager l'attaque de Kyler Murray. Donc, pour moi, oui, Kyler Murray, le quart numéro 9, il y a un potentiel top 5 ici à la position de carrière avec une attaque donc améliorée. Kyler Murray également, je pense qu'il va retrouver, disons, sa magie qu'il avait lors des dernières années. Du côté des Raiders de Las Vegas, eh bien, Josh Jacobs a quitté via le marché des joueurs autonomes. Il va maintenant porter les couleurs des Packers de Green Bay. J'ai hâte de voir l'attaque des Packers à compter de septembre prochain. Mais si on reste à Las Vegas, le départ de Jacobs, ben, ça ouvre la porte aux autres demi à l'attaque de la formation, et notamment Zamir White, qui avait connu de bons moments là, lors de la deuxième moitié de la saison, une fois finalement qu'on a changé d'entraîneur-chef à Vegas. On oublie que Zamir White a vraiment, comme tu dis, terminé la saison en force. Il est devenu le porteur de ballon numéro 1 de l'équipe à partir de la semaine 15. Donc, à ses 4 derniers matchs, il a obtenu en moyenne 20 opportunités par match et une moyenne de 4,7 courses par match. Une moyenne de 4,7 verges par course, pardon, oui, par match. Donc, ça, c'est vraiment excellent. Et une moyenne de 15 points fantasy en format PPR. Donc, et ce qu'on a su au repêchage, c'est que les Raiders vraiment ont aimé la production de Zamir White, puisqu'on n'a vraiment pas investi à la position de porteur de ballon dans le repêchage. On a repêché Dylan Lobby, un choix de 6e ronde, mais je veux dire, c'est un choix. On a vraiment investi un capital minime en un choix de 6e ronde, un porteur de ballon de l'Université de New Hampshire. Et on a ajouté Alexander Matheson
dans l'entre-saison lancé des Vikings du Minnesota, qui est selon moi, ben on l'a vu l'année dernière, hein, Alexander Matheson, on a voulu qu'il prenne plus de galons chez les Vikings. On s'est rendu compte qu'il était un porteur de ballon numéro une équipe. Donc, pour moi, Zamir White aura vraiment toutes les occasions de se faire valoir cette année. Il est le porteur de ballon numéro 22 en ce moment au niveau fantasy. Je pense qu'avec un tel volume euh, qu'on va lui donner, ben, je pense qu'il pourrait facilement intégrer le top 15 à la position de porteur de ballon. Donc oui, Zamir White, c'est vraiment un grand gagnant de l'entre-saison et du repêchage de la NFL. Il est en ascension au niveau fantasy. Le receveur de passe, George Pickens des Steelers de Pittsburgh, on sait qu'il est talentueux. Là, on ne sait pas qui ça va être Russell Wilson ou Justin Fields qui va lui lancer le ballon, mais peu importe. Tu crois qu'il sera productif la saison prochaine? Avec le départ de Deontay Johnson, ça ouvre vraiment la porte pour George Pickens. L'année dernière, en l'absence de Deontay Johnson, George Pickens était classé dans le top 20 à la position de receveur de passe dans la NFL en captant des passes de Kenny Pickett. Donc, en 2024, il va capter les passes maintenant de Russell Wilson. Je veux pas, on a vraiment amélioré le jeu. Russell Wilson est un meilleur quart arrière que Kenny Pickett. Et ça, il n'y a aucun doute, spécialement dans les zones profondes, qui pourrait vraiment aider George Pickett à connaître du succès. On a ajouté l'excellent receveur de Michigan, Roman Wilson, via le repêchage. Son histoire est intéressante à Roman Wilson. J'espère qu'on va avoir l'occasion d'en parler dans un autre podcast. Donc, mais oui, George Pickens, pour moi, est en ascension, sauf que j'aimerais porter vraiment, voir l'envers de la médaille également. Le coordinateur offensif de cette équipe-là, maintenant, c'est rendu Arthur Smith. Arthur Smith, lorsqu'il était coordinateur offensif avec les Titans, l'attaque était basée justement sur Derrick Henry et le jeu au sol. Donc, ça pourrait peut-être minimiser, disons, le potentiel d'éclosion de George Pickens, mais pour le moment, il est clairement le receveur numéro 1 des Steelers avec un carrière amélioré. Russell Wilson est un meilleur quart, comme je le disais, que Kenny Pickett. Il est le receveur numéro 30 au niveau fantasy. Je pense que George Pickens, l'an 3 sera la bonne. Il pourrait vraiment connaître une grande saison. Une chose qu'on oublie d'Arthur Smith, lorsqu'il était coordinateur à l'attaque des Titans du Tennessee, comme tu dis, bien sûr, la pierre angulaire de cette unité offensive-là, c'était Derrick Henry. Mais souviens-toi, lorsque les Titans s'étaient rendus en finale d'association contre les Chiefs de Kansas City, on avait connu une très belle saison. Oui, on utilisait le jeu au sol, mais on aimait attaquer des zones profondes. On avait des jeux explosifs avec le jeu aérien. On utilisait la fin de course pour attaquer les zones profondes. Ça fonctionnait. Là, on n'aura pas Derrick Henry dans le champ arrière des Steelers de Pittsburgh, mais peut-être on va garder la même philosophie. Ça va permettre à George Pickens d'aller chercher des gros morceaux de terrain parce qu'on sait à quel point il peut être un excellent receveur de passe, à quel point il peut être explosif. Maintenant, tu penses quoi de l'ajout de Roman Wilson, toi? Est-ce que tu penses qu'il pourrait, comme receveur numéro 2, est-ce qu'il pourrait devenir vraiment un receveur important chez les Steelers? Les Steelers ont un historique, Marc-André, justement, de bien repêcher à la position de receveur de passe. Tu remontes dans le temps, que ce soit Hines Ward, Mike Wallace qu'on a trouvé, également Antonio Brown là, pour toutes ses phrases. Mais Antonio Brown avait été un choix, je crois seulement de 5e ou 6e ronde. Là. Historiquement, les Steelers trouvent des receveurs de passe, ils sont en mesure de les développer. Deontay Johnson, qui porte maintenant les couleurs des Panthers à Caroline. Non, donc à cause de ça, Juju Smith-Schuster, il a connu ses meilleures saisons dans l'uniforme des Steelers. Donc à cause de l'historique, même quand tu remontes il y a 30 ans là, en arrière, là, durant les années 90, ou même on va aller plus loin, des années 70, là, John Stallworth, Lynn Swann, on a toujours été en mesure de dénicher les receveurs de passe historiquement du côté des Steelers. Alors, je vais leur donner le bénéfice du doute. Je me dis Antoine Randall à cette également. position-là. Ouais, Antoine Randall, oui, l'excellent Antoine Randall, ancien carrière de l'Université d'Indiana, puis on l'utilisait sur les jeux truqués, on lui faisait lancer le ballon, étant donné qu'il était un carrière dans les rangs universitaires. Donc, c'est ça, à cause de ça, je leur donne le bénéfice du doute, définitivement, à la position de receveur de passe. Jameson Williams, très explosif, là, ça va être sa 3e année avec les Lions de Détroit. On l'a vu échapper des passes, toutefois. Son talent est indéniable. Pour moi, c'est une question de concentration là, du côté de Jameson Williams. Et ça passe ou ça casse pour lui.
C'est peut-être une question de maturité aussi du côté de Jameson Williams, mais chose certaine, c'est que les Lions lui ont donné un vote de confiance au repêchage en ne repêchant pas de receveur de passe. On oublie parfois qu'il est le 12e choix au total du repêchage de 2022, Jameson Williams. Il sera le receveur éloigné numéro 2 de la formation, la troisième option euh, dans l'attaque aérienne des Lions derrière Sam Laporta et Amon-Ra St. Brown capter les passes du richissime car Jared Goff, 212 millions, en tout cas, bref. Ben oui, Une hein? autre histoire. La C'est une autre prolongation de histoire. contrat. Ouais, ouais. Il passe sous le radar, Jameson Williams, mais comme receveur numéro 48, et je pense pas que ça va bouger tant que ça d'ici à vos repêchages fantasy, mais je pense que, tu sais, lorsqu'on lance une fléchette dans un jeu de d'art, si on veut prendre un billet de loterie, je pense que Jameson Williams pourrait être un excellent billet de loterie qui pourrait rapporter gros, puisqu'il pourrait connaître une grande saison. Il est en ascension, selon moi. En fait, c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est la dernière chance dans son cas. On lui fait confiance. Il faut qu'il démontre qu'il peut livrer la marchandise du côté des Lions. Donc, Jameson Williams est en ascension. Il pourrait connaître, enfin éclore même, je te dirais, au niveau fantasy et au niveau de la NFL. J'ai sauté un joueur, le demi à Ouais, l'attaque, Rashad White, il avait en quatrième position, le demi à l'attaque des Buccaneers de Tampa Bay. Il a connu une bonne saison pour les Buccaneers, pas une excellente moyenne de verges par course, mais il était tout seul dans le champ arrière. Alors, par la force des choses, il a été productif en termes de fantasy football. Est-ce que tu crois que ça va se poursuivre, ça, cette année, du côté de Tampa? tu as vu mon professionnalisme, je n'ai même pas fléchi. Et même pas lorsque Ben oui, tu malgré le as fait que sauté j'ai le oublié joueur, Rashad White, ben oui. j'ai continué comme si de rien n'était. Ça, c'est du professionnalisme. Non, sérieusement. Ben oui, c'est Euh, ça. The show must go euh, on, comme on dit. The show ouais. must go on. On vise la continuité à Tampa Bay. Donc, Rashad White, l'année passée, on oublie qu'en deuxième moitié de saison, il a été le porteur de ballon numéro 2 au niveau fantasy en deuxième moitié de saison. On a re-signé donc Chase Edmond. On a repêché un certain Bucky Irving en quatrième ronde, de qui on dit beaucoup de bien. C'est le même genre de porteur de ballon que Rashad White. Il a de bonnes mains. Mais si on a repêché Bucky, je pense que Captain America à Tampa Bay, ça demeure quand même Rashad White au niveau fantasy. C'est sûr que, tu sais, puis je voulais faire une petite parenthèse avec les receveurs, les porteurs de ballon qu'on repêche en quatrième ronde, cinquième ronde, les day 3 picks, les joueurs jour 3 au niveau fantasy ou les porteurs de ballon ou les joueurs offensifs dont on investit moins au niveau du repêchage. Tu sais, l'an dernier, Didier, on était vraiment emballé par euh, Tank Bixby, mettons, avec les Jaguars de Jacksonville ou Jack Charbonnet Ouais, avec les Seahawks de ouais. Seattle. Et qu'est-ce que ça l'a Bixby, donné? j'étais son Ouais, bandwagon. Ouais. exactement. Ben, ça n'a rien Donc, donné. Ça n'a pas donné à rien. grand-chose. Donc, j'essaie Ouais. d'apprendre de mes erreurs, j'essaie d'en tirer des leçons. Donc, oui, je me dis que Bucky Irving est peut-être, c'est un porteur de ballon d'Oregon, si je me souviens bien. J'essaie de me dire que peut-être que oui, il est la plus belle invention, un porteur de ballon qui sera dominant cette saison. Mais la réalité, c'est que très souvent, ben, les porteurs de ballon de première année qui sont vraiment, disons, loin dans la hiérarchie, ben, il n'y a pas d'éclosion, il n'y a pas de production fantasy assez significative pour en faire une sélection. Donc, Bucky Irving, je n'ai pas peur de la présence de Bucky Irving pour Rashad White. Sauf qu'il y a des impondérables du côté de l'attaque des Buccaneers de Tampa Bay. Le départ de Dave Canales. Est-ce qu'on, Mhm. oui, on essaie vraiment d'y aller dans continuité du côté avec un jeu au sol soutenu avec du Baker Mayfield qui va probablement lancer des petites passes à Rashad White au porteur de ballon. Mais est-ce que l'attaque va vraiment demeurer intacte ou demeurer, disons, la philosophie à l'attaque ou va peut-être changer quelque peu? C'était Dave Canales qui était vraiment le génie derrière cette attaque-là, ça reste à voir. Mais chose certaine, ce sera une attaque basée au sol. Il est le porteur de ballon numéro 12 en ce moment au niveau fantasy. Il a terminé la saison comme porteur de ballon numéro 4 en format PPR. Rashad White, je vois vraiment pas pourquoi il en serait autrement cette saison. Donc, pour moi, oui, il est en ascension et au niveau fantasy, c'est un autre vote de confiance côté des Buccaneers de Tampa Bay. Donc, Rashad White, Didier, il est le porteur de ballon numéro 12 en ce moment au niveau fantasy. Il est en ascension. Pour un porteur de ballon qui a terminé dans le top 5 au niveau fantasy la saison dernière, ben Rashad White, pour moi, ça devient une valeur au niveau fantasy. Il est en ascension. Il est vraiment un grand gagnant au niveau de l'entre-saison et du repêchage de la NFL. Donc, Rashad White, oui. Je risque d'avoir beaucoup
Donc, je risque de repêcher Rashad White si la tendance se maintient assez fréquemment dans mes poules à venir au mois d'août. J'espère pour toi que Baker Mayfield va pas venir bousiller tous tes plans et ceux des Buccaneers. Ça reste à voir sans Dave Canales. J'ai hâte de voir de quelle façon il va jouer. Le dernier joueur qui retient ton attention, c'est l'ailier rapproché Dalton Kincaid, qui a eu de bons moments l'année dernière lors de son année recrue avec les Bills de Buffalo. On en a parlé lors de ma dernière visite au podcast, Didier. Les Bills, on avait vraiment des trous à combler à la position de receveur de passe. Et on a seulement ajouté Keon Coleman via le repêchage. Donc Sympathique, pour moi, Keon Coleman. le sympathique, je ne sais pas s'il est vraiment sympathique ou il a Non, a tu l'air un trouves peu pas sympathique il a l'air dans un les peu vidéos qu'on simplet voit? aussi, là. Je sais pas, je veux pas être méchant envers Keon, là. C'est peut-être juste un personnage qui est un art qui se donne. Ah ouais, écoute, il a déjà un commanditaire, parce que tu l'as vu là avec lors de son point de presse, il parlait de son manteau qu'il avait acheté chez Mhm. Macy's, ça qui n'avait pas coûté cher. Là, Nike lui a envoyé des manteaux d'hiver, là, étant donné qu'il va jouer à Buffalo. Il a reçu une boîte pleine de manteaux de Nike. Donc, il commence déjà à faire de l'argent en commanditaire. J'ai lu que son snack lors d'avant-match, c'était 3 Mac Poulet avec un Oreo McFlurry, 10 Mac Croquettes. Je pense que les nutritionnistes des Bills vont changer ça Ouais, vont peut-être devoir bientôt. avoir une conversation avec lui. Mon Dieu. Comment il peut faire pour faire une activité physique après avoir mangé tout ça? C'est ça qui arrive quand t'es jeune. Ton Quand t'as 20 métabolisme ans, là, peut absorber n'importe quoi. Ben oui, c'est ça. ouais, ouais. Si Je je pense mange qu'on ça, va je se peux mettre même pas aller travailler, je pense. je pense qu'on va se mettre sur son cas. Ça pour dire que ça, là, ce que ça me dit, c'est que ça laisse vraiment toute la place à Dalton Kincaid. Les Bills viennent de signer Marcus Valdes-Scantling également. Je pense pas que ça vient jouer dans les plates-bandes Non, de non, Dalton Kincaid. non. L'affaire, c'est qu'avec le départ de Stefan Diggs, l'année passée, Didier a été ciblé 160 fois dans l'attaque des Bills de Buffalo. Donc ça, c'est des cibles ou c'est des ballons qui sont vacants à prendre dans l'attaque des Bills. Et Dalton Kincaid, l'année dernière, a été ciblé 91 fois. C'était bon pour le deuxième rang chez les receveurs des Bills. Et sous Joe Brady, lorsque Joe Brady a pris les rênes de l'attaque des Bills, ben, il a été ciblé près de 6 fois par match. Il est le lié rapproché numéro 5 en ce moment au niveau fantasy, Dalton Kincaid, et il est en ascension avec raison. Son potentiel est énorme. On oublie que ça a été le premier ailier rapproché repêché l'année dernière, avant Sam Laporta. Je dis pas qu'il sera meilleur que Sam Laporta, mais je pense qu'il y a un potentiel pour assurément s'incruster dans le top 3 à la position. Des joueurs vieillissants comme Travis Kelce, comme Mark Andrews, qui ont de la misère à demeurer en santé. Dans le cas de Kelce, on cherche de plus en plus à limiter ses opportunités ou à lui donner moins de temps de jeu pour vraiment maximiser sa production au cours des matchs, donc au niveau fantasy. Donc pour moi, Dalton Kincaid, avec raison, il est en ascension, son potentiel est énorme. Il sera la pierre angulaire ou une partie vraiment prépondérante de l'attaque aérienne des Bills. Donc pour moi, il est en ascension. Il est un grand gagnant de la saison morte jusqu'ici, Dalton Kincaid. Ah, l'attaque des Bills va être différente, hein. On va s'éloigner, je crois, de notre attaque avec 3 receveurs de passe, comme on l'a fait lors des dernières années. On va utiliser 2 ailiers rapprochés plus souvent avec Kincaid et Dawson Knox. Donc, l'attaque des Bills va avoir un look différent, j'ai l'impression, en 2024. Puis c'est ça, ben, ça devrait bénéficier à Dalton Kincaid, qui est très talentueux. On l'a remarqué l'année dernière, là, pourquoi les Bills l'avaient sélectionné en première ronde. On Il va est peut-être très courir athlétique, hein. enfin avec James Cook aussi, là. Oui, ben c'est ça, là, lorsque je parle, c'est d'utiliser des formations avec 2 ailiers rapprochés plus, donc ça te permet de courir également plus. Donc, non, l'attaque des Bills, je pense, la philosophie du côté de l'attaque de Buffalo va être différente de celle des dernières années. Puis, si tu joues à Buffalo, tu dois être capable de courir avec le ballon de façon Mm. régulière lorsque tu arrives à la fin du calendrier régulier, lors des rencontres éliminatoires avec la neige, le temps froid et tout qu'il y a dans la région de Buffalo. Alors, c'est comme si les Bills, lors des dernières années, ils avaient une équipe pour jouer dans un stade couvert. Tu sais? Dans un dôme avec 3 receveurs de passe, on tentait de miser sur la vitesse et tout, mais faut que tu aies une équipe qui ressemble à l'environnement dans lequel tu joues tes rencontres à Vraiment. domicile. Alors, je pense que c'est ça qu'on est en train d'essayer de faire, là. Il y a une transformation du côté de l'attaque de Buffalo. En tout cas, on va voir si ça va fonctionner du côté Entièrement d'accord des avec toi, Bills. Didier. Entièrement d'accord, tu approuves? Tu m'endosses? Tu endosses mes propos Un saut comme un politicien? d'approbation. Bon, Ouais. ben, parfait, ça, c'est excellent, Marc-André. Ben, écoute, je te remercie pour ta chronique Fantasy.
football. On remercie bien sûr Guillaume également qui me donne des petites indications à l'oreille tout au long de l'épisode du podcast. Alors, je tiens à remercier également Nicolas Senac, le receveur de passe de l'Université d'Hawaii, qui était présent un peu plus tôt, que j'ai eu la chance d'interviewer, et bien sûr Joey Alfieri des Alouettes de Montréal. On espère que cet épisode du podcast Sac du Cœur vous a plu. Partagez l'épisode, partagez les extraits que je publie sur les réseaux sociaux. Ça nous donne un coup de main. Et puis, on va se reparler la semaine prochaine, alors que les Alouettes ils vont prendre part à leur premier match préparatoire à la fin de la semaine prochaine. Et puis, il va y avoir des choses qui vont se passer du côté de la NFL d'ici là. Alors, on aura un autre épisode bien rempli. Alors, portez-vous bien et à la semaine prochaine.